On dit souvent de la défaite qu'elle est orpheline, et il se trouve que l'histoire des législatives 2024 nous montre un petit peu le contraire. Dans cette défaite collective, tout le monde prétend avoir gagné à des titres divers. Alors, pourquoi est-ce que je reviens sur cette élection? Est-ce que c'est complètement de l'histoire passée? Ça l'est un petit peu plus à chaque jour qui passe, et au départ, c'était donc une émission de C'est dans l'air qui m'avait fait réagir, plus précisément cette phrase. Alors, il n'y a rien de méchant dans cette phrase, et sans doute pas de quoi bondir, mais ayant beaucoup travaillé sur les données électorales, je me suis dit qu'il pouvait être utile de faire des vidéos pour revenir sur le bilan de ces législatives et pour en livrer une analyse complémentaire. Alors déjà, il y a un propos à décortiquer, celui de l'auteur, donc je vais revenir un petit peu dessus. Ce que nous constatons, c'est qu'il met en avant que 3,6 millions d'électeurs lepénistes seraient devenus, en 2 ans, 10 millions. Un électorat quasiment multiplié par 3, assurément cela peut effectivement passer pour un progrès énorme, être le signe d'une très forte mobilisation, mais en fait, cette analyse pose une question, qu'est-ce qu'un électorat? Et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Alors, selon la participation, les électorats sont plus ou moins bien ou mal transcrits dans les résultats, comme nous l'avions vu déjà auparavant, j'insiste pas sur ce point. Concernant cet électorat lepéniste ces dernières années, en voici l'histoire récente, et la question à se poser tout de même est de savoir si ces seconds tours sont bel et bien l'un et l'autre comparables. Un second tour des législatives en 2022, un second tour en 2024, en apparence, tout se prête à la comparaison, mais tout de suite après une présidentielle, la démobilisation était gigantesque, alors que les enjeux de pouvoir en 2024 étaient plus favorables à la mobilisation. Donc finalement, ces seconds tours n'étaient peut-être pas comparables. Ce sont plus les logiques du jeu politique qui auraient engendré cette progression, notamment en sièges. Est-ce que la comparaison d'ailleurs n'aurait pas été plus pertinente entre les premiers tours des présidentielles et des législatives? Ça, c'est un point sur lequel nous reviendrons. Le problème qu'il y a à négliger le contexte, les conditions de mobilisation, c'est que finalement, les comparaisons peuvent prendre parfois un caractère quasiment absurde. Si l'on prend en compte cette fois-ci les électorats comme des personnes réelles qui se déplacent de leur domicile au bureau de vote, en 2022, au second tour, un peu plus de 13,3 millions de Français se sont déplacés pour voter en faveur de Marine Le Pen, ce qui représente 26 600 000 gens qui ont fait le déplacement, sauf pour quelques cul-de-jatte. Mais ce sont bien des personnes réelles qui ont fait ce choix une fois et qui, en 2024, 2 ans plus tard, étaient plus que les autres, susceptibles de le reconduire. De ce point de vue, le mouvement lepéniste enregistre des pertes dans l'électorat si on considère ces personnes réelles. Durant l'émission, un contre-argument a été apporté par rapport à ces progrès énorme. Ce contre-argument nous est venu de Jérôme Jaffré, d'ailleurs dont j'ai négligemment oublié de faire apparaître le nom dans la citation, je m'en excuse auprès de lui. Il met en avant que le mouvement Rassemblement National n'a gagné qu'une 50aine de députés, et il fait une estimation partant du principe que ces progrès seraient plafonnés à 50 députés de législature en législature pour constater que, en cas de progrès crescendo, la majorité absolue resterait très éloignée du Rassemblement National. La vraie question est de se demander s'il n'y a pas plutôt un seuil critique qui peut être franchi par le parti. Un seuil critique, c'est quoi? C'est un gain quantitatif qui engendre une transformation qualitative profonde. Autrement dit, au-delà d'un certain seuil, est-ce que d'un coup, le parti du Rassemblement National ne pourrait pas devenir majoritaire? Un autre intervenant, Jérôme Fourquet, apporte sa contribution à la réflexion à une autre étape de l'émission. En l'occurrence, avec le seuil de 50% des exprimés, il donne des chiffres pour expliquer que le Rassemblement National était très bien positionné dans beaucoup de circonscriptions, 43-44%, et plafonné ensuite à 47% des exprimés, il n'avait pas franchi la barre. C'est la question de la faiblesse structurelle du RN qui est posée par ces deux intervenants tour à tour. J'indique ici pourcentage de quoi, même si en l'occurrence, il n'y a pas de doute sur la question. J'en reviens néanmoins au pourcentage des inscrits. Pourquoi? Parce qu'avec un électorat RN qui est relativement stable dans sa mobilisation et ses progrès assez limités, donc un parti qui est inférieur à un tiers des inscrits, finalement, le succès et l'échec dépendent plus des variations de participation à l'autre extrême des options politiques, les non exprimées, que j'ai fait apparaître ici à droite pour
coup, si les non exprimés sont aux alentours de 1/3 des inscrits, eh bien le RN est aux portes de la qualification vers les 33% d'inscrits qui correspondent aux 50% d'exprimés. Structurellement, à l'échelle nationale, le Rassemblement national est inférieur à cette barre-là, et c'est peut-être justement cette barre qui peut expliquer les succès et échecs du parti. À travers ce graphique, nous voyons les différentes étiquettes politiques représentées au premier tour et classées en fonction du nombre de circonscriptions où chacun de ces partis avait présenté un candidat ou plus, puisque là ce sont des étiquettes politiques. Il peut y avoir aussi des candidatures spontanées, dissidentes, ainsi de suite. L'extrême gauche a été représentée dans une majorité de circonscriptions, vient ensuite l'Union de la gauche, puis le Rassemblement national et le parti présidentiel ensemble. Je vais me concentrer sur ces trois derniers. Dans un premier temps, vous voyez à la base la médiane, ça veut dire que ça correspond au score atteint par la moitié des candidats dans toutes ces circonscriptions énumérées, et ensuite le maximum. Alors il va de soi que lorsque le maximum avoisine les 50% d'inscrits, la qualification est assurée. Si on se penche un petit peu sur le cas du Rassemblement national qui a le record de sièges acquis au premier tour sur une base assez forte au niveau de la médiane, mais ces 37 sièges sont plus vraisemblablement acquis dans les circonscriptions où ce parti approche du maximum de voix, c'est-à-dire un petit peu plus de 35%. L'Union de la gauche a une médiane au premier tour plus faible, mais en revanche atteint plus facilement des plafonds de participation, dépasse les 40%, mais cela a sans doute été plus circonscrit dans le territoire. Au deuxième tour, il y a désormais une simplification de l'offre politique, un certain nombre de partis, de candidats ayant été éliminés, et l'on retrouve cette médiane du Rassemblement national, qui désormais est en tête pour le nombre de circonscriptions où le parti présente des candidats. Cette médiane est cette fois-ci la plus faible au tour décisif. Elle dépasse un petit peu les 25%, et mieux encore, si l'on considère les 88 élus au second tour, cela nous dit quoi? Cela nous dit que sur 386 circonscriptions, divisé par 2, nous arrivons à 193. Finalement, même au-delà de la médiane du parti, les candidats ne parvenaient pas à emporter l'élection dans la majorité des cas. Seules 88 circonscriptions ont été acquises entre les 30 et presque 40%. Que ce soit pour l'Union de la gauche ou Ensemble qui monte encore un petit peu plus, aussi bien pour la médiane que pour le maximum, cette fois-ci, les sièges acquis concernent des candidats dont le score a été inférieur à la médiane du parti ou de l'alliance électorale, ce qui signifie bien que la capacité d'une mouvance électorale à mobiliser les bases populaires joue quand même le rôle déterminant, et cette capacité manifestement n'est pas celle du Rassemblement national. Si l'on revient sur le parti présidentiel qui culmine à 50% d'inscrits, là cette fois-ci il est certain que l'élection est acquise à ce niveau-là, et nous pouvons vérifier à l'aide de ce tableau que c'est bien un score atteint par un candidat seul, puisqu'à ce moment-là, dans la mouvance des centres et droite, il n'y avait plus de second candidat sur une même étiquette. Alors, s'il s'agissait d'empêcher durablement une majorité parlementaire RN, peut-être que quelques options se présenteraient. J'en ai proposé quelques-unes. Sont-elles crédibles? Y en a-t-il au moins une probable dans le lot? Je vous laisse faire votre choix, je ne le sais pas trop. Quant à envisager à l'inverse que les progrès du RN sont tellement puissants qu'à terme sa majorité parlementaire serait inéluctable, en fait c'est une victoire sur le tiers et peut-être sur le tard. Là aussi, je propose différentes options. Reste à voir bien évidemment ce que font les autres partis.